Bonjour et bienvenue sur la chaîne ASE, la chaîne qui parle de ceux qui vivent et de ceux qui font la protection de l'enfance. Alors je suis accompagnée de Loane qui anime avec moi cette chaîne et nous avons un invité passionnant qui a connu un parcours à l'ASE, comme on dit, Tony, et qui interviendra en fin d'émission. Alors pour cet épisode, on a décidé de commencer par le commencement, Loane, à savoir de présenter l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et plus globalement, la façon dont fonctionne le système de protection de l'enfance en France. Alors c'est assez complexe, du coup on va utiliser des mots simples et on va schématiser. Oui, parce qu'aujourd'hui, du coup, on va plutôt s'adresser aux profanes, donc à ceux qui connaissent pas ou alors vaguement la protection de l'enfance, mais qui quand même s'y intéressent, soit parce qu'ils y sont directement confrontés, ou alors à travers un proche, ou alors parce qu'ils voudraient s'orienter professionnellement vers ce secteur, ou alors simplement parce qu'ils sont curieux et qu'ils veulent en savoir un petit peu plus sur ce sujet qui devient assez médiatisé quand même. Oui, en effet. Et sur ce point d'ailleurs, je voudrais préciser, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de notre chaîne, que si, bien sûr, nous considérons que c'est heureux que l'on parle de plus en plus de la protection de l'enfance dans les médias, c'est quasi exclusivement pour dénoncer les dérives, les dysfonctionnements graves, et il faut les dénoncer, mais on occulte probablement trop souvent aussi ceux qui fonctionnent, les professionnels qui s'investissent, les familles qui sont aidées, les jeunes qui s'en sortent. Et nous, avec la chaîne ASE, on veut rééquilibrer le regard sur l'aide sociale à l'enfance, montrer les professionnels qui s'investissent, les encourager et puis aussi contribuer un peu à dégommer, je dirais, les clichés qui collent aux jeunes qui sortent de l'ASE, qui sont pourtant incroyables de force, de talent et qui ont beaucoup à nous apprendre. Oui, puis on va le voir du coup dès aujourd'hui en deuxième partie d'émission. Absolument. Et alors avant cela, on va donc présenter le système de l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'est pas chose facile. Et pour cela, Loane, je te propose qu'on aille s'installer confortablement. Alors Loane, on a décidé de te confier à toi, qui est profane, la présentation de cette séquence, plutôt qu'à un juriste ou à un spécialiste de ces questions, pour trouver les mots les plus simples pour expliquer cet univers de la protection de l'enfance qui est quand même assez complexe. Alors pour le faire, on a quand même révisé nos classiques et vous retrouverez en fin d'épisode les sources que nous avons utilisées pour préparer l'émission. Alors peut-être pour commencer, le sigle ASE, c'est quoi ? Alors, ce sigle, il signifie aide sociale à l'enfance. C'est en fait un service public qui est présent dans tous les départements de France et qui a pour mission d'assurer la protection de l'enfance. Et assurer la protection de l'enfance, ça veut dire quoi ? Alors, quand on parle d'assurer la protection de l'enfance, ça signifie qu'on va protéger les enfants qui sont en situation de vulnérabilité, qui viendraient compromettre leur développement, leur éducation ou leur avenir, ou carrément les enfants qui sont en situation de danger parce qu'ils seraient l'objet de négligence ou de maltraitance. En fait, c'est ce qu'on appelait la DAS dans les années 80, terme qui est longtemps resté, même si l'organisation et les lois qui régissent ce secteur ont évolué depuis. Oui, tout à fait. Mais bon, là, on ne va pas rentrer dans le détail des évolutions législatives. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce service qui est placé sous la responsabilité des conseils départementaux a de très nombreuses missions. Il y a d'abord les missions dont on parle le plus, qui sont les missions de repérage des enfants en danger ou en risque de danger, des missions de signalement à la justice des situations les plus graves et des missions d'accompagnement des enfants qui seraient placés en foyer, en famille d'accueil ou chez un proche. Mais il y a aussi les missions dont on parle moins, qui sont les missions d'aide aux familles et d'accompagnement lorsque les familles rencontrent des difficultés éducatives. Et ça a justement pour but d'éviter de rentrer dans des spirales qui mèneraient à des maltraitances et des négligences. C'est important de le préciser car contrairement aux clichés, l'ASE ne cherche pas à tout prix à placer les enfants. Au contraire, elle a pour objectif de maintenir le mineur dans son milieu habituel le plus longtemps possible, si bien sûr c'est dans son intérêt, si c'est conforme à ses besoins et si bien sûr
la situation le permet. Oui, tout à fait. En fait, l'ASE, elle apporte diverses aides. Elle peut, par exemple, verser des aides financières pour, comme je le disais, éviter d'aggraver un contexte éducatif qui serait fragile. Mais elle peut aussi mettre en lien un professionnel et des familles. Ce professionnel, il se rendrait au domicile familial pour justement assister et accompagner les parents dans les tâches de la vie quotidienne et dans l'éducation des enfants. Mais l'ASE, elle peut aussi apporter des aides psychologiques qui seraient là directement à destination des enfants. Ok, donc pour les aides aux familles, mais quid du placement? Alors, quand les enfants sont placés, c'est-à-dire séparés de leurs parents sur décision du juge, l'ASE, elle va organiser les conditions du placement. On y reviendra tout à l'heure en effet. Peut-être préciser aussi que l'ASE s'occupe des mineurs non accompagnés. Oui, tout à fait, aussi appelés MNA ou mineurs isolés étrangers. En fait, ce sont ces jeunes migrants qui arrivent sur le sol français en précisant qu'ils sont seuls et mineurs. Et à ce moment-là, il va y avoir une investigation des autorités qui va pouvoir attester ou non de leur minorité. Si la minorité est attestée, dans ce cas-là, ils vont être protégés au nom de la protection de l'enfance comme tout autre mineur en danger. Alors en ce qui concerne la mission d'évaluation et de repérage des situations de danger que tu évoquais tout à l'heure, qui est une mission importante, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, le service de l'ASE, il gère une cellule de recueil des informations préoccupantes, qu'on appelle en général la CRIP, qui en fait centralise ces informations préoccupantes concernant tel ou tel enfant dont on pressent qu'il est en danger ou en risque de danger. Ces informations, elles peuvent être transmises par l'éducation nationale, par un particulier ou alors tout autre professionnel qui serait en fait inquiet de la situation d'un enfant. Alors là, c'est important de préciser que toute personne inquiète au sujet d'un enfant peut aussi appeler le 119, le numéro vert national, pour signaler cette inquiétude ou la situation d'un enfant qui inquiète. Et le 119 contactera cette fameuse CRIP si l'information lui semble réellement inquiétante. Oui, tout à fait. Et ensuite, étape suivante, la CRIP elle met en place une investigation pour évaluer la situation et voir quelle suite y apporter. Donc, une aide à la famille, un accompagnement plus soutenu ou un placement. Alors, c'est pas facile de s'y retrouver avec tous ces acteurs pour savoir qui décide si un enfant est en danger ou pas, qui décide du sort qui va lui être réservé, comment on va l'accompagner pour l'aider à s'en sortir, le protéger. C'est pourquoi on a préparé une description du cheminement d'une information préoccupante qui permettra d'illustrer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ouais, mais là, du coup, encore, on a été obligé de bien schématiser parce que c'est assez complexe avec des cas de figure différents, avec des situations différentes. Alors, tout commence, Loane, par une information préoccupante, arrivée à la CRIP, comme tu l'expliquais à l'instant. Et que va faire la CRIP de cette information alors ? Dans ce cas-là, le service de l'ASE envoie une assistante sociale au domicile de l'enfant pour estimer s'il est ou s'il semble être victime de négligence, de carence ou de maltraitance qui impliquerait une protection. Et qu'est-ce qu'elle va regarder en fait, l'assistante sociale ou l'équipe d'évaluation ? Elle va regarder, elle va essayer de voir si sa sécurité, sa santé ou sa moralité semblent en danger, mais elle va aussi s'intéresser de voir si son développement physique, affectif, intellectuel ou social semble être compromis. Si la situation est estimée sans risque, il n'y aura pas de suite particulière. Et alors à l'inverse, si un danger immédiat est estimé, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, le juge des enfants ou alors le procureur selon l'urgence est saisi et il peut ordonner une mesure de placement temporaire. À ce moment-là, l'ASE s'occupe de placer l'enfant et de suivre son parcours avec l'aide d'un référent qui est dédié à l'enfant et qui a pour but d'être à l'écoute et de veiller à ce que l'enfant ait le soutien dont il a besoin. Et là, il faut le rappeler, la situation de l'enfant sera réexaminée régulièrement par le juge. Oui, tout à fait. Et des retours ponctuels en famille peuvent être organisés, des visites hors du domicile aussi, et même un retour définitif en famille. Le juge, en fait, il va écouter les familles et les enfants, et puis il va aussi prendre l'avis des personnels de l'ASE qui suivent l'enfant. Très bien, mais alors, quid des situations où on n'est pas dans le rien d'inquiétant, on n'est pas non plus dans le danger immédiat, mais dans un danger, un risque de danger ? C'est finalement les situations les plus complexes, mais en même temps les plus fréquentes.
En fait, à ce moment-là, l'ASE, lors de son évaluation, estime qu'il y a une situation préoccupante pour un enfant avec des négligences, des difficultés diverses, mais sans que cela implique forcément un placement immédiat. Du coup, dans cette situation, l'assistante sociale, elle va essayer d'estimer la nature du besoin de l'aide, du soutien ou de la protection, mais elle essaie aussi de voir si les parents sont prêts à accepter une aide. Et alors là, ça se complique encore dans le cheminement. Dans cette situation, en fait, de risque sans danger avéré, il y a deux situations possibles. Oui, alors là, soit les parents acceptent un accompagnement, et dans ce cas-là, diverses mesures d'aide éducative sont mises en place à domicile. Dans cette situation, un TISF assiste les parents dans les tâches nécessaires au bon déroulement, par exemple, du début de soirée, mais il peut aussi les aider à gérer le budget de la semaine ou l'accompagner pour que le foyer soit suffisamment propre et rangé. Et alors après un certain temps d'accompagnement, qu'est-ce qui se passe ? Il peut y avoir une levée de mesure s'il n'y a plus de risque qui est estimé. Et si le risque persiste ? Si le risque persiste, d'autres mesures vont être mises en place pour faire intervenir un éducateur spécialisé de manière assez régulière au domicile de la famille, pour s'assurer surtout que les conditions de vie des enfants ne représentent pas de danger pour eux. Il est présent auprès des enfants, mais il assiste aussi les parents dans leurs échanges et leurs liens avec eux. Et là, pareil, si le risque semble dépasser, il y aura une levée des mesures. Par contre, s'il y a un risque qui persiste, dans ce cas-là, on se tourne vers le juge des enfants qui peut décider d'une mesure de placement temporaire renouvelable. Ok, et alors dans l'hypothèse où, toujours dans ces situations de risque sans danger avéré, eh bien les parents n'acceptent pas dès le départ l'accompagnement proposé par l'ASE. Qu'est-ce qui se passe ? Alors dans ce cas-là, une mesure à domicile va être imposée, cette fois par le juge des enfants. Ce sont les mesures judiciaires d'AEMO, d'accompagnement éducatif en milieu ouvert. Mesure levée quand le risque disparaît. Et s'il persiste, comme dans la situation précédente, un placement de l'enfant pourra être alors ordonné par le juge. Ce qu'il faut rappeler aussi, et ça on le sait moins, c'est que dans certaines situations, les parents eux-mêmes peuvent décider d'avoir recours au service de l'ASE pour demander une aide, un accompagnement, voire même un placement dans certains cas quand ils se sentent dépassés dans l'éducation de leur enfant, qu'ils n'arrivent pas à l'accueillir ou qu'ils craignent de devenir maltraitants par exemple. Oui, c'est vrai. Et l'image très dégradée des services de la protection de l'enfance ne facilite pas cette démarche de prévention. Parce que finalement, les travailleurs sociaux, ils se retrouvent encore assez catégorisés comme étant des contrôleurs des parents, des placeurs d'enfants, alors que finalement, leur mission première, c'est quand même d'être dans l'accompagnement. D'où encore une fois l'importance pour nous de montrer dans cette chaîne ASE tous les versants de l'aide sociale à l'enfance et de l'action des professionnels pour battre en brèche les idées reçues et les préjugés. Alors pour finir ce descriptif, Loane, est-ce que tu pourrais nous rappeler le nombre de personnes qui sont concernées par le dispositif de protection de l'enfance ? Oui, alors d'après les chiffres de l'ONPE, qui est l'Observatoire national de la protection de l'enfance, au 31 décembre 2020, 340 000 mineurs et jeunes majeurs bénéficient d'un accompagnement au titre de la protection de l'enfance. Parmi eux, il y a 170 400 mineurs qui sont placés et 32 000 jeunes majeurs qui sont accompagnés au-delà de leurs 18 ans. Et du côté financier, ça dit quoi ? Car on entend très souvent que dans le secteur, il y a un cruel manque de moyens. Oui, c'est vrai qu'il y a un besoin de moyens supplémentaires, mais quand on se tourne vers les chiffres, c'est vrai qu'il y a quand même de l'argent, parce qu'on constate qu'il y a même un budget qui est en constante augmentation depuis 1999. En 2020, c'était près de 9 milliards d'euros de dépenses départementales qui étaient consacrées à la protection de l'enfance, c'est-à-dire une augmentation de 30% entre 2010 et 2020. Mais il semblerait que ça ne suffise toujours pas. Merci Loane pour toutes ces explications. Il est temps maintenant de retrouver notre invité, Tony, qui ne pouvait être présent parmi nous, mais que tu es allé interviewer et tu vas nous le présenter. Oui, alors du coup, il s'agit de Tony qui a connu un parcours en protection de l'enfance puisqu'il a été placé très petit en famille d'accueil. Il est aujourd'hui étudiant en droit et il est super investi dans la cause des enfants de la protection de l'enfance dont il veut promouvoir l'image et les talents. Il est aussi un défenseur des professionnels, mais sans masquer les difficultés. Je vous laisse l'écouter.
Salut Tony. Toi justement, tu as connu un parcours en protection de l'enfance. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'ai été placé à l'âge de 7 ans par une décision du procureur de la République et ce placement a été renouvelé jusqu'à mes 18 ans par le juge des enfants. Donc jusqu'à mes 18 ans, j'ai été placé de manière judiciaire et à partir de mes 18 ans, pendant 3 mois, pour faire un effet de tuilage avec la majorité, l'autonomie, l'installation d'appartement pour arriver à la faculté de Dijon, eh bien j'ai eu un contrat jeune majeur pour ces 3 mois précis. Et du coup, tu étais placé en foyer, en famille d'accueil. C'était quoi les mesures de ton placement? Alors moi, j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été placé en famille d'accueil, ce qui m'a permis de vivre dans une famille et j'ai eu qu'une famille d'accueil. Je n'ai eu aucune rupture dans mon parcours, toujours la même éducatrice, toujours la même famille d'accueil, ça a été vraiment top. Et du coup, tu dirais qu'il y a des acteurs qui t'ont marqué dans ce parcours-là? Eh bien, 2 personnes en particulier ont marqué mon parcours. C'est tout d'abord ma famille d'accueil au sens légal, celle qui avait l'agrément pour me garder. Mais je n'oublie pas toute la famille qui s'est investie également. Quand on entend assistante familiale, c'est vraiment le terme légal. Mais quand on parle de famille d'accueil, c'est vraiment la famille au sens élargi, puisque les frères et sœurs de ma famille d'accueil et puis son mari m'ont accueilli et m'ont élevé comme si j'étais un peu comme leur enfant. Bon, je ne suis pas leur enfant, ils en avaient conscience, mais ils m'ont donné l'amour nécessaire pour grandir. Et donc c'est vraiment cette famille au sens large. Et mon éducatrice, qui a été plutôt proche de moi, et des témoignages que j'ai pu entendre dans le cadre de mon association, je l'ai vue assez souvent, 2 à 3 fois par mois, ce qui est énorme. Donc elle était tout le temps présente, c'était celle qui posait le cadre, on va dire légal, le cadre du placement, qui venait démêler les situations compliquées avec ma famille d'accueil quand ça se passait mal, le fait qu'il y ait un tiers qui intervienne, et puis voilà. Et du coup, pour toi, l'ASE, c'est quoi, du coup? Alors l'ASE, c'est une institution, enfin c'est un service du département qui m'a pris sous son aile lorsque le juge a décidé de me placer en famille d'accueil. Je dirais même confié, puisqu'on n'est pas non plus des meubles, mais c'est un service qui m'a accueilli, qui a mis les moyens pour me permettre de réussir, pour permettre d'être heureux, permettre à ma famille d'accueil de me nourrir, de m'éduquer avec les bons moyens. Même si des fois, il y a quelques problématiques au niveau de ses finances qui ne sont pas assez soutenues par le département. Mais l'ASE en tant que tel, je ne l'ai pas tant connu que ça au sens propre, puisque moi j'étais placé dans un service associatif qui était habilité par l'aide sociale à l'enfance, donc qui est la CODEJ, j'étais au service d'accueil familial. Ouais, parce que là, du coup, tu tiens un discours assez positif et tant mieux, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont parfois moins bien au sein de l'ASE et de la protection de l'enfance. Et c'est vrai que tu ne le caches pas non plus. Tu le dis que parfois, il y a des choses qui vont moins bien. Alors justement, dans le cadre de Parlons d'eux, nous, on montre qu'il y a des histoires positives. Quand je témoigne, je montre qu'il y a des histoires positives, mais il faut nuancer. On ne peut pas se fermer les yeux sur les autres situations qui peuvent être parfois catastrophiques. Parce que les services n'ont pas assez de moyens alloués par le département, parce que le service n'a pas fait le job qu'il avait à faire. Et donc nous, on essaye de co-construire avec les usagers, donc les premiers concernés et les professionnels qui eux ont une certaine expertise. On essaye de dire oui, il y a des choses qui fonctionnent bien parce qu'on ne peut pas lancer la pierre tout le temps sur cette institution et en même temps dire oui, mais il y a des trucs qui ne vont pas et on peut réfléchir ensemble, on a la possibilité de réfléchir ensemble. Dans les diverses personnes qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'association et puis des personnes que j'ai pu rencontrer comme ça à des événements, eh bien il y a des parcours qui sont très catastrophiques avec de nombreuses ruptures entre un foyer, une famille d'accueil, des foyers qui peuvent être parfois plutôt maltraitants dans ses pratiques ou parce que l'éducateur n'est pas dans ce monde-là, il est vraiment là pour des intentions malhonnêtes. Ça peut arriver, il y a un manque de qualification qui fait que ça peut amener à des violences institutionnelles, mais on ne peut pas généraliser le cas puisque l'aide sociale à l'enfance, c'est quand même une dans chaque département et ça dépend du département et notamment des moyens qui sont alloués. Et du coup, selon toi, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour pallier aux situations que tu viens d'évoquer ? Alors, ce qu'on pourrait améliorer, moi je me concentre énormément sur le contrat jeune majeur, puisque c'est souvent l'oublié dans les départements. Dans certains départements, il y en a très peu qui sont donnés, tandis que dans d'autres, c'est plus facile d'avoir un contrat jeune majeur. Et c'est vraiment généralisé sur le territoire l'obligation, forcer le département à donner des contrats jeunes majeurs, même si parfois on n'a pas de projet bien défini, parce que
Nous, en tant qu'enfants de l'aide sociale à l'enfance, on nous demande d'avoir une autonomie beaucoup plus vite qu'un enfant lambda, sans vouloir les attaquer par leur position plus favorable. Mais on nous demande d'être plus autonome, d'avoir un projet plus vite, alors que parfois on vient de plus loin sur les starting blocks. Et à ce moment-là, on est complètement désorienté parce qu'on nous demande de trouver une orientation à tout prix, puisque pour continuer, avoir un salaire, se débrouiller en autonomie, parce qu'on n'a pas toujours nos parents qui peuvent nous reprendre par derrière, même après la majorité et même si on est assez grand. C'est très compliqué pour ça. Et on nous force énormément à faire des études à court terme pour vraiment rentrer dans le contrat jeune majeur aussi sur 3 ans. 3 ans, c'est court. On n'a pas le temps de se louper aussi, de se dire au bout d'un an, ah bah non, c'est pas les études qui me convenaient, j'ai envie de recommencer. Et ben, on n'a pas cette égalité avec les autres enfants qui pourraient recommencer un nombre de fois illimité. Bon, je pense que les parents en auraient marre au bout d'un moment et financièrement, ça pourrait ne plus suivre. Mais nous, on est vraiment sous cette pression constante à avoir un projet et à devoir avancer. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer selon toi ? Alors, ce qu'on peut améliorer, c'est la lourdeur administrative qui pèse sur un enfant confié. Moi, dans mon parcours, j'ai eu énormément de chance. Ça a plutôt été, mais ça a été de ce côté-là, du côté administratif, la bête noire de mon parcours, puisque je devais faire une sortie, il fallait constamment l'autorisation parentale. L'autorité parentale n'était pas toujours là. Il fallait une autorisation de l'éducatrice, elle n'était pas toujours au bureau. Parfois, elle était en congé ou en arrêt maladie. Alors, ce qui n'a pas été souvent le cas, mais à des moments sur l'instant T, c'est compliqué parfois. Et c'est vraiment une lourdeur administrative dans le sens où on doit demander beaucoup d'autorisation. Et la femme d'accueil, je pense, ou même l'éducateur de foyer, n'a pas assez de pouvoir pour autoriser des choses. Parce que nous, en tant qu'enfants, et puis même en tant que personne humaine, parfois on a des demandes où on veut une réponse sur l'instant T et on ne peut pas l'avoir. Et ne serait-ce que pour un voyage, une opération, une sortie avec des copains. Moi, par exemple, le vendredi matin, j'arrivais au lycée, j'étais en terminale, on me proposait une soirée le soir, c'était impossible parce qu'il fallait demander l'autorisation. Et donc, du coup, j'ai fini par me bâillonner et arrêter de dire « Ah bah, je vais voir avec mes parents, alors que je savais que c'était non. Donc, c'était compliqué au niveau de ça. Et ne serait-ce que, par exemple, la conduite accompagnée. Ma femme d'accueil n'a pas eu le droit de me faire la conduite accompagnée parce que ce n'était pas dans ses missions et que donc elle n'était pas assurée pour le faire. Et on nous vend le permis comme le passeport de la majorité quand on sort de l'aide sociale à l'enfance et c'est très compliqué en fait d'y parvenir parce que financièrement on a des aides mais ça dépend des régions c'est quand même favoriser ses chances en faisant la conduite accompagnée. Donc c'est des petits exemples qui font que c'est des cailloux dans la chaussure dans le quotidien d'un enfant confié mais c'est compliqué. Parmi tes combats, Tony, il y a aussi celui de lutter contre les préjugés et la stigmatisation dont peuvent être parfois victimes les enfants de l'ASE. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, c'est ça. Donc, il y a énormément de stigmatisation et de stéréotypes qui tournent autour des enfants confiés. Donc moi, je fais bien la différence entre stigmatisation, où il y a plutôt une visée méchante, une visée péjorative, et les stéréotypes où on pense que, mais c'est faux. Et là, il n'y a pas c'est pas péjoratif, même si c'est pas amélioratif, mais c'est pas péjoratif. Il n'y a pas l'esprit péjoratif dans ces stéréotypes. Et souvent, ces stigmatisations, c'est qu'on n'y arrivera pas dans la vie, on va être des futurs délinquants, on sera des futurs parents maltraitants parce qu'on a subi ce genre de choses. Mais que si on a un bon accompagnement, ça n'arrivera jamais, je pense. Merci beaucoup, Tony. Merci à toi, Loane. Merci, Tony. Merci, Loane. Je te retrouve, Loane, dans un prochain épisode consacré à l'écoute des jeunes en protection de l'enfance, avec plusieurs invités passionnants, un reportage aussi très intéressant. Et puis, si cette vidéo vous a plu, eh bien, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne ASE. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.